Mesdames, Mademoiselles, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2009 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 64 de notre émission Entre nous soit dit. Je voudrais commencer cette émission par deux citations que, pour ne pas les abîmer, je vais me permettre de lire. Voici la première. Que tous ceux qui sont amoureux comme moi de la vérité, en quelque climat du monde qu'ils soient, m'adressent hardiment leurs nouvelles, je leur témoignerai quelle estime j'en fais par l'adresse réciproque des miennes. Et voici la seconde citation. Abrutir pour gouverner, persécuter pour convaincre, ramper pour parvenir. Vous avez sans aucun doute reconnu les deux mamelles de la presse. L'une est tout simplement l'adresse que Théophraste Renaudot, créateur de la presse, en 1631, avait mis en exergue de son journal, La Gazette, et la seconde citation est évidemment plus humoristique, car personne ne peut douter un seul instant qu'elle n'est pas l'ombre d'un réalisme, et elle est tout simplement issue du manifeste, en quelque sorte, d'un ordre créé par une publication appelée Le Nain Jaune en 1815, et cet ordre s'appelait Les Chevaliers de l'Éteignoir. Toute personne ayant vu une ressemblance quelconque avec des faits ayant réellement existé est priée de n'y voir que coïncidence. Eh bien, nous allons nous éclairer sur ces citations et sur la réalité de la presse auprès d'un de ceux qui est même probablement son meilleur expert, Jean Miot. Bonjour. Bonjour, je corrige tout de suite le meilleur. Oui. C'est évident, c'est très exagéré. Bon, eh bien, donc c'est un sujet que je connais un peu. Très bien. Voilà. Écoutez, le meilleur, nos auditeurs et téléspectateurs en jugeront, à travers notamment un livre que vous venez de publier et qui va nous fournir le fil conducteur de cette émission, Absolument. La passion de la presse par Jean Miot, aux éditions du Rocher. Alors, tous ceux qui s'intéressent à la presse et à l'information, évidemment, vont se jeter sur ce livre, car il apporte un lot absolument extraordinaire d'informations, et notamment sur les origines de la presse, sur sa naissance et sur son développement, et, bien entendu, c'est d'ailleurs le début du livre, sur son avenir. Nous sommes actuellement, Jean Miot, dans une phase où la presse est en train de changer. Alors si tout à l'heure je vous ai qualifié de meilleur expert de la presse, c'est tout simplement parce que votre passé témoigne en votre faveur. Vous êtes l'ancien PDG de l'AFP, donc vous savez ce qu'est le travail d'une agence. Vous avez été le directeur délégué du Figaro, vous avez présidé nombre d'associations de la presse quotidienne nationale, etc., et même l'OJD, l'Office de justification de la diffusion. Bref, vous avez, on peut le dire, parcouru l'ensemble des activités de la presse écrite. Oui, mes amis m'appellent Monsieur les Présidents. Monsieur les Présidents. Ils savent que je ne me prends toujours pas au sérieux. Mais c'est vrai que j'ai cumulé entre la présidence de la Fédération nationale de la presse française, la presse quotidienne nationale et autres lieux, ça justifiait ce pluriel. Alors, la presse, d'abord qu'appelle-t-on la presse? Au fond, il y a beaucoup de choses qu'on range sous le vocable de presse, mais qui au fond n'y appartiennent pas vraiment. Pour ne parler que de la presse écrite, il y a actuellement sur le marché deux types de journaux. Les uns que l'on appelle des journaux, tout simplement, je me réfère à la nomenclature des nouvelles messageries de la presse, et l'autre qu'on appelle des publications. Or, les unes et les autres sont des publications. Tout est publié, sinon ce ne sont pas des journaux. Pourquoi cette différence? Alors, d'abord, journal, étymologiquement, c'est le quotidien. Voilà. Et les publications, ce sont des publications qui peuvent être hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles. Je me permettrai une petite correction encore une fois, pardonnez-moi de votre vocabulaire. Vous disiez qu'il y a de profonds changements aujourd'hui dans la presse, qu'on peut appeler ça un Big Bang extraordinaire. Oui. Alors il y a effectivement un événement qui a justifié d'ailleurs l'accélération de la publication de ce livre, ce sont les fameux États généraux que le président de la République a décidé de lancer, qui ont débuté il y a maintenant 2 mois, dont le livre vert qui en a été tiré a été officialisé il y a quelques jours, et on attend que le président de la République, vendredi, d'ailleurs demain matin, va en tirer les conclusions.
Quand on parle de la crise de la presse, il faut être bien précis. Il s'agit de la presse quotidienne. Il s'agit des journaux. De même, pardonnez-moi, c'est pas la peine de dire la presse écrite. Étymologiquement, c'est un pléonasme. D'ailleurs, on verra dans l'histoire de la presse que le mot presse, c'est-à-dire l'outil lui-même, va donner son nom à un journal, celui du grand Émile de Girardin, qui a pratiquement tout inventé. Pardonnez-moi cette brève interruption, mais on parle aussi de la presse audiovisuelle ou de la presse radiophonique. Étymologiquement, il est vrai que c'est une erreur, mais... C'est une erreur. Enfin, voilà, non, mais vous êtes pardonné. Merci mon père. Égauté absolu. Merci. Voilà. Donc pour revenir à cette crise, effectivement, c'est la presse quotidienne qui souffre. La presse magazine en France se porte admirablement. Elle commence elle aussi à souffrir, bien sûr, mais elle est la première du monde. Nous sommes les premiers producteurs au monde de presse magazine. Le groupe Hachette Philippe Aki Média est le premier groupe de producteurs de presse magazine mondial. La presse quotidienne, nous traînons à la 29e place dans le monde. 29e place. Alors à cela, il y a d'innombrables raisons. Là, si vous permettez, je vais les énumérer dans l'ordre. Je ne sais pas si je vais crescendo, je les mets à peu près à égalité. Les premiers responsables, donc coupables, ce sont les patrons. Je prends ma part de responsabilité. Il est évident que dans l'euphorie des années de vache grasse, quand la publicité, les petites annonces débordaient de nos colonnes dans les années 80, on a peut-être oublié que le premier marché d'un lecteur, c'est les lecteurs. Vous savez qu'un... Le premier marché d'un journal. Le premier marché d'un journal, ce sont ses lecteurs. Je l'ai rajouté que le journal est un produit qui est vendu 2 fois. Enfin, soit quotidien ou magazine. Il est vendu d'abord à des lecteurs, et ces lecteurs sont revendus à des annonceurs. Mais ce sont 2 marchés fondamentalement différents. Vous pouvez avoir un marché de lecteurs croissant et un marché de la publicité qui s'effondre. Il faut dire qu'aujourd'hui, aucun patron de presse ne peut augurer de ce que seront ses recettes de publicité en 2009, compte tenu de la situation économique mondiale. Pas plus peut-être d'ailleurs que du nombre de ses lecteurs, même s'il est en partie stabilisé par l'abonnement. Oui, mais et en plus, il peut être aussi stabilisé par la qualité du journal. Mais sans publicité, un journal vit donc sur 2 béquilles. Et si la béquille publicité s'effondre, le journal meurt. C'est une évidence. C'est une des difficultés de cette industrie comparée aux autres. C'est infiniment plus complexe, d'autant plus que le marché de la publicité, c'est un marché de 4 saisons. Vous pourrez le constater dans vos quotidiens ou dans vos magazines. Janvier-février, c'est la période maigre. Avril, mai, juin, c'est la vache grasse, de même que novembre-décembre. Et puis il y a un effondrement en juillet-août, où les gens sont en vacances, donc les annonceurs considèrent que ce n'est pas le moment de faire de la publicité. Donc vous voyez en trésorerie les sinusoïdes que cela donne. Donc première faute, celle des patrons, qui ont oublié que c'était d'abord les lecteurs qu'il fallait soigner. Deuxième responsable, le syndicat du livre, CGT, qui ne peut pas nier qu'il a freiné la modernisation de la presse française, à tel point que aujourd'hui, un quotidien français coûte pratiquement 30 à 40% plus cher à la fabrication, et que sa distribution coûte infiniment plus cher également que tous ses confrères européens. Tous les pays anglo-saxons, c'est nous qui coûtons le plus cher. Pourquoi ? Parce que la modernisation a été freinée. Troisième coupable, les journalistes, donc là aussi je prends ma part de responsabilité, les journalistes qui ont peut-être oublié qu'il était utile d'écouter le lecteur, de l'interroger, de voir son évolution. Et je constate qu'en fait, nous avons continué de faire tranquillement notre petit journal à nous, sans vérifier que le lectorat avait profondément
changé. Il y en a qui y ont pensé. Je cite dans ce livre un groupe de mousquetaires qui, il y a, souvenez-vous, une douzaine d'années, avait lancé Info Matin. Quand vous regardez Info Matin de l'époque, qui quand même est une des rares expériences de lancement nouveau des 50 dernières années, qui est duré 2 ans et demi, et au terme desquels Info Matin vendait 70 000 exemplaires, ce qui est énorme, et qui malheureusement s'est arrêté du fait d'une erreur industrielle. Les seules rotatives qui pouvaient l'imprimer, compte tenu du format, à l'époque, c'était Le Monde. Donc, pour transporter ce journal aux 4 coins de la France, il fallait évidemment prendre des avions, ça coûtait horriblement cher. Mais ce journal, souvenez-vous, qui était un tout petit format, avec des articles courts, de la couleur bien sûr, des histogrammes, préfigurait le métro et le 20 minutes que vous voyez aujourd'hui. Il est gratuit. Et lui, il était payant. Il était encore payant, mais il avait le concept même et l'attente du lecteur était à l'évidence satisfaite, puisque Info Matin n'avait d'ailleurs volé aucun lecteur à la presse payante. De même qu'il est faux de dire que la presse gratuite a volé des lecteurs. Quand vous êtes attaché à Libération, au Monde ou au Figaro, il est évident que la lecture de 20 minutes ou de Direct Soir ou de Métro ne peut pas vous satisfaire. Ça n'empêche pas de le lire d'ailleurs. Alors, ces journaux, reconnaissons-le, sont bien faits. Et au risque de choquer certains confrères, moi je rends hommage au gratuit. Pour une raison simple, c'est que si vous allez devant les lycées et collèges le matin, à l'heure où il y a 3-4 ans encore, vous voyez tous ces jeunes rentrer avec des MP3 et des téléphones vissés dans l'oreille. Aujourd'hui, vous les voyez rentrer avec 20 minutes et avec Métro. Et ils le lisent. Rendons grâce aux gratuits qui ont redonné le goût de la lecture. En tout cas, ils le lisent. Et il est totalement faux de dire que ces gratuits aient pu voler des lecteurs. Ils ont créé un nouveau lectorat. Et le quatrième élément de... On arrive au quatrième coupable et responsable, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Le grand défaut, la grande faiblesse de la presse quotidienne en France, c'est son absence de fonds propres. Et cela s'explique par l'histoire. Il faut remonter à 1944. C'est une page que j'ouvre, qui avait été un peu pudiquement tournée. Dans la nuit du 20 au 21 août 1944, toute la presse française est tondue et spoliée, quoi qu'elle ait fait. Les journaux sont saisis, les propriétaires sont chassés. Ça donne lieu à des scènes assez extraordinaires, puisque M. Jean Baillet, par exemple, qui revient de déportation à Neuengamme, rentre à Toulouse, à la Dépêche, et on lui dit, non monsieur, votre journal ne vous appartient plus, il a été pris en main par un groupe de résistants. On n'ira pas voir de quand date leur résistance d'ailleurs. Et il est, tout simplement, il va se battre pendant 2 ans pour récupérer son bien. C'est sous prétexte qu'il a continué de paraître sous l'occupation. Mais sous l'occupation, la plupart des quotidiens de province, notamment, ont continué de paraître, comme les boulangers ont continué de faire du pain, et comme Charles Trenet a continué d'écrire des chansons. Et au nom des grands idéaux de la résistance, et loin de moi l'idée de les mépriser, on va décider que l'argent et la presse sont deux choses fondamentalement distinctes et qui ne vont pas ensemble. Et ces gens qui s'installent donc, qui vont s'installer dans ces journaux dans lesquels ils n'ont rien investi. Je prends l'exemple du Monde. Il faut savoir que la presse en 1944 dépend essentiellement du pouvoir. Pour reparaître, il faut l'autorisation de paraître.
Et cette autorisation n'est accordée qu'aux journaux qui se seraient sabordés 15 jours après l'invasion de la zone, de la zone sud. Donc, le Temps, qui existe depuis une centaine d'années déjà, lui s'est sabordé 18 jours après l'invasion de la zone sud. Interdiction de reparaître. Le Monde va s'installer dans les locaux, dans les rotatives, dans les caractères gothiques du Temps. Voilà cette page d'histoire extraordinaire, donc de la libération, où, encore une fois, au nom des grands idéaux, on va séparer l'argent et la presse. On va oublier une chose fondamentale, c'est que la presse, c'est aussi une industrie. Certes, ce n'est pas une marchandise, c'est pas un produit, c'est pas de la savonnette ou de la boîte de conserve, c'est un produit de l'esprit, mais c'est une industrie. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la presse française souffre d'une absence de fonds propres énorme, comparativement à la presse anglo-saxonne. Et pourtant, on a un petit peu bouclé la boucle, puisque nous avons de nouveau un certain nombre de journaux qui sont la propriété de grands groupes industriels. Ce qui démontre bien que la presse ne peut pas survivre si elle ne s'appuie pas sur un groupe puissant. Alors, on peut citer bien entendu, vous l'avez cité tout à l'heure, le groupe Lagardère. On peut citer bien entendu Dassault, qui est propriétaire du Figaro. Il a revendu d'ailleurs une partie. Oui, il s'intéresse, il est très attaché fondamentalement au Figaro. Et puis on peut en citer bien d'autres. Bouygues est propriétaire d'une télévision. Arnaud, les Échos. Propriétaire des Échos. Et un nouveau groupe est en train de se constituer sous la direction d'Alain Veil, qui vient de racheter la Tribune. Voilà. Et qui est celui sans doute qui a le mieux compris aujourd'hui l'évolution de la presse dont nous allons parler. Alors, dans les causes du problème de la presse, il y en a une que vous n'avez pas citée, évidemment, parce que ça va faire aussi un des thèmes principaux de notre interview, c'est Internet. Internet est arrivé, je dirais, au cours de la dernière décennie, en gros, et actuellement, on peut dire que Internet atteint une vitesse, j'allais dire de croisière, mais probablement plus. Je crois il continue de progresser, et en particulier, on s'aperçoit que la publicité est en train de se déplacer d'une manière assez visible entre les médias, puisque Internet, aux dernières statistiques qu'on a pu avoir, a dépassé déjà les radios, ce qui est quand même un résultat intéressant. Donc, est-ce qu'Internet... Alors, j'ai trouvé que votre livre balançait entre deux écueils, si je puis dire. Au début, vous semblez tirer une sonnette d'alarme particulièrement vigoureuse sur Internet, et au fond, à la fin du livre, est-ce que l'illumination vous est venue entre-temps? Vous dites, mais non, c'est peut-être bien Internet qui sauvera l'écrit. Alors, où est votre position actuelle? Je ne dis pas peut-être. Sûrement. Je ne dis pas peut-être. Non, dans la première partie du livre, dont je tiens à rappeler que il y a 70 pages consacrées à la crise de la presse et 250 à l'histoire de la presse. 250 aux histoires de la presse. Non, pas du tout. Je fais un constat, c'est que la presse aujourd'hui est confrontée à un Big Bang extraordinaire qui est l'apparition d'Internet. Et je termine mon livre avec un théorème. L'écran sauvera l'écrit. J'ai une certitude, c'est que ce n'est pas Internet qui menace la presse, c'est au contraire la presse qui a besoin d'Internet pour rebondir. Alors, on va m'accuser au contraire, contrairement à vous, vous êtes le premier à me dire ça, d'un optimisme maladif. Pas du tout. Je reste convaincu que véritablement, si la presse, comme elle a commencé à le faire, la plupart des titres maintenant ont leur site internet, s'ils conjuguent parfaitement cette production à la fois sur le papier et sur le web, il y a là un véritable espoir de relancer la presse. On le voit bien, aujourd'hui, tous les titres nationaux de province ont leur site internet, sur lesquels on met l'information immédiate. Mais est-ce que l'on pourrait se contenter d'un écran et de lire? Vous savez, il y a une phrase extraordinaire de Pierre Lazareff. En 1965,
Lazareff lance 5 colonnes à la une, c'est l'apparition de la télévision, premier choc qui n'est rien à côté du choc d'Internet. Et Lazareff a cette phrase prémonitoire, il dit « Jusqu'à présent, quand il y avait un événement, on descendait dans la rue pour le lire, désormais on rentrera chez soi pour le voir. » Si Lazareff était là aujourd'hui, il dirait « Mais attendez, il n'y a même pas besoin d'entrer chez soi. Avec mon portable, je lis, je vois et j'entends l'information. » Mais est-ce que, sincèrement, on peut imaginer qu'on puisse se contenter d'une information brute de décoffrage en quelques lignes, qui bien souvent d'ailleurs n'a pas eu le temps d'être contrôlée, vérifiée? Il va falloir, à côté de cela, du papier pour commenter, pour analyser, pour donner tout ce complément dont le lecteur a besoin. Alors ça implique évidemment une restructuration complète du modèle actuel de la presse française. Et du métier de journaliste. Et du métier de journaliste. Et je souscris entièrement à votre analyse dans la mesure où effectivement, tous ceux qui, comme nous par métier, sont en permanence sur Internet, disposent de toutes les dépêches d'agence possibles et imaginables et constatent, avec une certaine peine d'ailleurs, que ces dépêches sont meilleures sur Internet qu'elles ne figurent ensuite sur les journaux, où elles sont souvent coupées, maladroitement parfois, et en tout cas insuffisamment développées. Par ailleurs, un autre aspect qui devrait être souligné, me semble-t-il, c'est celui de l'écrit. Internet, c'est pour l'essentiel de l'écrit, c'est aussi de l'image et du son. C'est de l'écrit. C'est de l'écrit. Donc votre pronostic est fondé au fond, sur une grande parenté entre ce qui est l'essentiel d'Internet et la presse dite écrite. Et au fond, on peut se demander si, à partir de ce constat, que personnellement je partage entièrement, on n'est pas à la veille d'un second Big Bang. C'est-à-dire que le Big Bang externe est en train de se produire, et puis le Big Bang interne, les journalistes, vous le disiez à l'instant, vont devoir reconsidérer leur métier, mais au fond, ils vont refaire le métier pour lequel ils étaient faits. Je crois que le métier de journaliste tel que je l'ai pratiqué, c'est terminé. Et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut leur faire aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de commettre la même erreur que les ouvriers du livre. Ils n'ont pas compris qu'il y a un phénomène incontournable qui s'appelle la convergence. Et qu'aujourd'hui, un journaliste n'appartient plus à un titre, il appartient à un groupe fournisseur d'informations sur le papier, sur l'écran de télévision, sur le téléphone portable, sur la radio. Le journaliste aujourd'hui devient multimédia. Et ce bouleversement, cette révolution, va conduire effectivement à une transformation profonde du métier. Je reviens à ce que vous disiez sur Internet. L'autre danger d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prétendre journaliste. N'importe qui peut jouer à l'agence de presse. Or, il va bien falloir que cette information soit labellisée. On s'aperçoit d'ailleurs avec satisfaction qu'aujourd'hui, alors qu'au départ, l'internaute se promenait un peu n'importe où pour aller chercher de l'information, ils reviennent maintenant sur des sites qui soient des véritables labels d'informations sérieuses et contrôlées, c'est-à-dire Libération, Le Monde, Le Figaro, Le Nouvel Obs. L'internaute maintenant revient à la source, chercher l'information, mais vous le voyez bien, le Figaro, Le Monde, Libération et quelques autres produisent maintenant donc à la fois sur du papier et sur Internet, et leur audience a cru de pratiquement le double en un an. Certes, la diffusion, il ne faut pas confondre, la diffusion sur le papier diminue, elle continuera, je le crains, de diminuer, parce que ne rêvons pas, notre nostalgie du papier que l'on tient, que l'on presse, que l'on tourne, que l'on corne dans les livres, cette nostalgie-là, nos petits-enfants ne l'auront pas. Et quand ils partiront en vacances, au lieu de se traîner comme nous, 5 kilos de bouquins dans la valise, ils auront un e-book dans lequel ils auront enregistré 10 livres. Mais je pense que l'audience de ces fournisseurs d'informations labellisés
l'audience va continuer de croître. Et comme vous le disiez, la publicité est en train d'envahir Internet, il y aura l'équilibre économique n'est pas encore trouvé, voilà, soyons clairs. C'est ce que j'allais vous dire. Mais l'équilibre viendra avec le temps. On est là, en pleine révolution, et il y aura des morts. Alors précisément, et nous allons terminer cette première partie là-dessus, le modèle économique d'Internet n'est pas encore trouvé. Il y a un certain nombre de sites qui se sont créés, les nôtres bien entendu, on va commencer par celui qui nous intéresse, mais il y a aussi des sites qui sont le fait d'anciens journalistes ou de journalistes qui continuent de l'être, qui ont quitté des journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire et qui font des sites. Je pense à Colombani, je pense à Plenel, à quelques autres qui ont fait Mediapart. Je voulais dire Plenel d'ailleurs. Oui, Plenel, Colombani continue de travailler dans la presse traditionnelle, et d'autres qui ont fait effectivement des sites. Les uns sont gratuits, les autres sont payants. Rue 89 est un site gratuit, accessible à tout le monde. Mediapart est un site payant. Jusqu'à présent, Bakchiche également, qui est un site qui mi-gratuit, mi-payant. Mi-gratuit, mi-payant. Ces informations dites confidentielles sont devenues payantes récemment. Bref, tout le monde est à la recherche encore d'un modèle économique et il est vraisemblable qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour arriver à trouver ce modèle parce que la publicité, finalement, certes, arrive, mais elle n'arrive pas assez vite pour faire les fins de mois de tous les sites. Absolument. Et il y a encore une chose qui n'est pas définie, on le voit bien, les tâtonnements. Est-ce qu'on met la rédaction web à l'intérieur de la rédaction du journal? Voilà. Est-ce que ce sont deux rédactions totalement séparées? C'est un vrai problème. Mon sentiment, c'est qu'elles doivent être intimement liées et complémentaires. Hein. Si on commet l'erreur de dupliquer sur le web ce qu'on a fait sur le papier réciproquement, c'est évident que c'est de l'autocannibalisation. Pour vous donner un exemple, nous avons Reichmann TV, est évidemment jumelé à claudereichmann.com, qui est un site écrit, et bien entendu, nous nous potentialisons dans la mesure où les articles font référence à des émissions et où les émissions renvoient à des articles. Alors nous allons marquer une brève pause technique. Confirmer mon théorème, l'écran sauvera l'écrit. Totalement, donc nous allons nous sauver mutuellement. Donc nous allons marquer une brève pause afin de permettre à chacun de respirer, et puis nous reprenons tout de suite l'antenne pour la deuxième partie, au cours de laquelle nous aborderons notamment les histoires de la presse. A tout de suite. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, au cours de laquelle nous évoquons la presse, son actualité, son histoire, ses histoires, avec Jean Miot, rebonjour Jean Miot, qui est l'auteur d'un ouvrage que je vous recommande chaleureusement, La passion de la presse, aux éditions du Rocher. C'est d'ailleurs le premier ouvrage d'une nouvelle collection que dirige notre ami Vladimir Fedorovski, intitulée Un nouveau regard. Voilà. Et je pense que il y en a d'autres déjà dans la même collection. Il y en a d'autres qui sont en train de se développer. Et donc, nous avons au cours de la première partie de cette émission évoqué les problèmes très nombreux qui se posent à la presse. Et c'est un problème qui va bien au-delà, bien sûr, de l'aspect corporatiste qui intéresse les journalistes. C'est un problème de démocratie, car une presse est absolument indispensable, on le voit bien d'ailleurs, et nous abordons là le sujet historique. Chaque période décisive de l'histoire de France en tout cas, a été marquée par un renouveau extraordinaire de la presse, et pour ne prendre qu'une période récente, à la libération de nombreux journaux ont fleuri, et aujourd'hui, que reste-t-il en termes de quotidiens traditionnels? 11 quotidiens si l'on compte la presse hippique. Ça n'est pas beaucoup. Oui. Alors, effectivement, ce livre ne prétend pas être une histoire de la presse. Il y en a une qui est un chef-d'œuvre fait par Bélanger dans les années 60, en 5 volumes. Non, j'ai voulu raconter les histoires de la presse, les anecdotes. Depuis, vous l'évoquiez tout à l'heure, notre père à tous, Théophraste Renaudot, qui est un personnage extraordinaire. Il s'était lié d'amitié avec le père Joseph, qui était un capucin conseiller de Richelieu, qui va le présenter, puisqu'il était de Loudun, il va le présenter à Richelieu, qui était un voisin. Et je dirais que Renaudot a été le Martin Hirsch, version pauvreté,
et non plus jeunesse, puisqu'il vient de changer de fonction. Il était le ministre des pauvres de Louis XIII. Il avait fait un rapport sur les pauvres. Et en même temps, il était médecin, pharmacien, et c'est lui qui crée le premier périodique en France, et je ne dis pas journal. Le premier journal s'appellera la Gazette de Paris. Avec cette magnifique citation que j'ai lue tout à l'heure. Voilà, alors très belle, hein. C'est la Gazette. Imaginez, on est en 1631, au mois de mai 1631, dans un local avec d'un côté des fioles de pharmacie. On ne s'embarrassait pas à l'époque du principe imbécile de précaution, ni de prophylaxie. D'un côté les fioles de pharmacie, et de l'autre la presse, avec les ouvriers, la presse de Gutenberg. Hein. Avec ces deux ouvriers, c'est une anecdote amusante, il y en a un qui avait pour vocation de tirer la chaîne qui faisait abaisser la presse sur le papier, et que cet ouvrier-là, qu'on appelait l'ours, parce qu'il avait cette espèce de balancement permanent, vous savez, d'un ours tenu en laisse, et puis l'autre ouvrier qu'on appelait le singe, parce que lui, il galopait, d'une part pour poser la feuille de papier, la retirer, aller l'accrocher à un fil pour qu'elle sèche avant qu'on l'imprime sur l'autre face. Et lui, on l'appelait le singe. Et ce mot ours, vous le connaissez, c'est le nom que l'on donne à cet encadré obligatoire et une obligation légale dans lequel il y a le nom de l'imprimeur et le directeur de la publication. C'est de là que ça vient. De même, une autre anecdote, savez-vous pourquoi on dit un canard? On va acheter son canard, tout simplement parce que les colporteurs au XVIIe, dans la rue, se promenaient avec une corne qui faisait coin-coin. Et on disait, je vais acheter mon canard. C'est de là que vient l'expression le canard. Je reviens à Renaudot, donc il lance la Gazette. Alors évidemment, il est contrôlé par le pouvoir. Il est relu chaque jour, chaque semaine, puisqu'il est hebdomadaire, par Richelieu, par Louis XIII lui-même, qui était un peu son pigiste. Mais malgré cela, Renaudot va faire preuve d'une grande indépendance, puisqu'il y a un moment même où il va, sans demander l'autorisation, et il ne sera pas poursuivi, il va prendre la défense d'Urbain Grandier. Vous savez, cette fameuse affaire des possédés de Loudun, ce prêtre qui était soupçonné d'avoir fait rentrer le diable lui-même dans un couvent d'Ursulines. Il semblerait que ce soit plutôt mère Jeanne des Anges qui lui reprochait de la négliger un peu, qui ait lancé cette sombre histoire. Le malheureux Grandier va être condamné, brûlé sur la place de Loudun. Eh bien qu'il soit un journal à la solde du pouvoir, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, Renaudot va prendre la défense dans un numéro entier de la Gazette. Et c'est là que commence cette merveilleuse histoire, qui est celle de la presse française. Le premier magazine, le premier quotidien, en fait, s'appelle... Pardonnez-moi, je recherche le titre exact, j'aime bien donner des citations exactes, c'est la Gazette de Paris, c'est bien ça. Et la Gazette de Paris va démarrer le 1er janvier 1777, et cette Gazette va durer 40 ans. Et pendant 40 ans, la Gazette de Paris va publier tous les matins en page 1 la météo. Bien entendu, c'est la météo de la veille. Hein. C'est amusant de regarder le numéro du 15 juillet 1789. Sur le numéro du 15 juillet 1789, il y a marqué « Temps orageux et lourd ». C'est quand même déjà plus précis que le carnet intime de Louis XVI, qui, souvenez-vous, lui avait écrit « Rien ». Oui, alors effectivement, la météo de la veille, vous savez, au fond... Ça continue. Ça continue. Absolument. Alors c'est là où démarre la grande aventure de la liberté de la presse, avec les Mirabeau, les Desmoulins, Danton, Marat. C'est la conquête de la liberté, c'est la révolution.
Et la liberté de la presse, on va le voir, c'est comme la mer, hein, toujours recommencer. Et Napoléon va commencer d'ailleurs à régler tout ça. Il invente le service de presse. Il a une notion très personnelle de l'information. Donc il met tout le monde aux ordres. Et il y a le Moniteur, qui est le journal officiel, le Moniteur universel. Et c'est là aussi on va découvrir un phénomène toujours d'actualité, qui est la versatilité de la presse. Il y a une expression de Jean-François Kahn que j'aime beaucoup, quand il parle de nous, les journalistes, il dit d'abord il lèche, ensuite il lâche, et enfin il lâche. C'est malheureusement encore exact. Je vais vous lire une chose assez extraordinaire, démonstration de la versatilité de la presse. Ça se passe, nous sommes en 1814, Napoléon vient de s'échapper de l'île d'Elbe, et puis il commence à remonter vers Paris. Alors dans la manchette, comme on disait, le titre de une du Moniteur, au lendemain du débarquement, l'ordre corse a débarqué à Golfe-Juan. Le lendemain, le cannibale marche sur Grasse. 3 jours plus tard, l'usurpateur est entré à Grenoble. Je continue, le lendemain, Napoléon marche sur Fontainebleau. Et le 21 mars, Sa Majesté impériale est attendue demain à Paris. Vous voyez le crescendo. C'est ce qu'on appelle l'objectivité à Alors, dimension variable. Une petite brèche de 5 litres pour dire le roi et sa famille sont partis. Mais cet exercice auquel vous vous êtes livré dans votre ouvrage, si vous aviez du temps à perdre, vous pourriez le faire sur beaucoup de journaux d'aujourd'hui et d'hier. C'est de l'actualité. Voilà. C'est de l'actualité. Donc, cette période après avoir conquis la liberté, elle va de nouveau être bâillonnée, de même d'ailleurs que Badinguet rebâillonnera la presse, bien qu'elle ait été entre-temps un peu libérée. Il y a un personnage extraordinaire entre-temps qui est Émile de Girardin, parce que lui, il a tout inventé. C'est quand même lui le premier véritable empereur de la presse. C'est le premier industriel de la presse. Ouais. C'est lui qui, un jour, décide. D'abord, il avait inventé un premier journal. Il avait intitulé Le Voleur. Alors, c'était tout simplement un journal dans lequel il découpait, reproduisait, en les citant, toute la presse internationale. Il avait inventé Courrier International, que nous faisons aujourd'hui. Et surtout, c'est lui qui va créer La Presse, qui est le premier grand journal industriel. Il annonce tout de suite la couleur en disant, moi c'est moitié prix. Il coupe le prix de vente habituel en 2, affolement bien sûr et hurlement. Et il dit, mais non, parce que désormais c'est la publicité qui va payer pour le lecteur. Et il invente la publicité. Et c'est devenu c'est vraiment l'inventeur. Il invente les ventes avec prime. Aujourd'hui, on vous vend un journal. Un DVD ou une encyclopédie. Un DVD, lui, il vendait avec une cravate. Et il y a une histoire très drôle. En recherchant un peu pour ce livre, j'ai découvert que M. de Villemezan, qui était le patron du Figaro, offrait à ses abonnés une douzaine de mandarines. Qui était à l'époque un produit immensément de luxe. Et je me suis souvenu qu'avec Robert Arsan, quand nous avons lancé le portage à domicile, eh bien nous offrions un croissant au beurre, avec le Figaro porté sur le pas de la porte. Heureusement que ce n'était pas un journal du soir. Voilà, c'est un journal du petit déjeuner. On aurait envoyé autre chose. Il invente la vente avec prime, et la différence d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, on donnait une prime pour gagner des lecteurs, ou aujourd'hui, on offre une prime pour les garder. C'est ça la différence. Donc, Girardin est un des grands noms de la presse, comme on va d'ailleurs retrouver plus tard des Neveser qui lancent Le Temps, le fameux Temps dont nous parlions tout à l'heure, qui va ensuite être remplacé par Le Monde. Neveser, Villemezan, qui va reprendre le Figaro, Moïse Millot, qui est un personnage étonnant. Lui, il rachète la presse et il va créer le Petit Journal. Millot, au départ, il avait un petit journal qui s'appelait Le Lutin. C'est assez amusant. C'était un journal dans lequel il y avait des nécrologies, comme dans tous les journaux, surtout en province.
Et chaque nécrologie se terminait par cette formule, le défunt était soigné par le docteur, machin. Et quelle publicité! L'ordre des médecins a poussé du hurlement, l'a officiel. menacé de tous les maux, il a continué imperturbablement. Mais C'était pas de la diffamation. Non, non, c'était un fait. C'était un constat. Les news actuelles publient, encore même aujourd'hui, je crois, des espèces d'analyses sur les cliniques, les hôpitaux, ceux auxquels il ne faut pas s'adresser de crainte de maladies nosocomiales, etc. Absolument. Alors, on va avoir des personnages extraordinaires comme Rochefort et quelques autres, mais à cette époque-là, on sent que la presse devient un produit populaire, et on va arriver à cet âge d'or de la presse, et à cela il y a un certain nombre enfin, je dirais que le père de l'âge d'or de la presse, c'est Jules Ferry. Jules Ferry, d'abord, qui est l'auteur de la loi sur la liberté de la presse, défense d'afficher, 29 juillet 1881, merci, et surtout la scolarité obligatoire. C'est ça. Je commence mon chapitre en disant « Au secours, Jules Ferry revient, 17% de nos enfants sortent de l'enseignement sans maîtriser la lecture. » Jusqu'à Jules Ferry, tout le monde ne savait pas lire. Il y avait dans les villages, dans les villes, il y avait celui qui lisait le journal. À partir de 1900, c'est toute la génération Jules Ferry qui arrive sur le marché. Et ça va être l'âge d'or. La presse française, à l'époque, va connaître des chiffres de vente qu'elle ne connaîtra plus jamais. On arrive à des 2 millions, 3 millions d'exemplaires. Le petit journal, la presse sont des titres florissants. C'est véritablement l'âge d'or de la... Et à la base de toutes ces grandes créations, il y a toujours un homme. C'est-à-dire que certains diront à juste titre que la presse est quand même une aventure collective. Un journal, ça ne se fait pas tout seul, encore que Renaudot était souvent, je crois au début, le seul rédacteur de son journal, qui n'était d'ailleurs pas un journal, mais un hebdomadaire. Mais il est vrai que s'il n'y a pas un vrai grand patron de presse, et qui sente bien le journalisme, rien ne se passe. Et vous avez eu l'occasion de le vérifier avec Robert Hersant, qui était lui aussi un formidable homme de presse, très critiqué, mais qui a créé un véritable empire. Si vous voulez, il y a de très grands noms comme Prouveau, par exemple, juste avant-guerre, et même après-guerre, puisqu'il va lancer Paris Match. Prouveau, qui va revendre d'ailleurs le Figaro à Robert Hersant, a été un des plus grands patrons que la presse française ait connu. C'est lui, par exemple, qui va deviner que l'illustration, que la photo devient indispensable. Et puis à l'époque, ils avaient toutes ces affaires qui vont nourrir la presse. Bon, l'affaire Dreyfus, l'affaire Stavisky plus tard. Prouveau, d'ailleurs, était un gestionnaire que Clémenceau n'aurait pas approuvé, parce que vous vous souvenez certainement qu'à Paris Match, du temps de Prouveau, il y avait des tas de gens qui étaient dans la rédaction, qui n'avaient jamais mis les pieds au journal. En tout cas, c'était le bruit qui courait parmi les journalistes. Oui, c'était pas Paris Match, c'était surtout au Figaro. Et au Figaro également. Voilà. Mais Paris Match aussi, j'ai quelques bons amis à Paris Match qui m'avaient raconté la même chose. Et alors, c'était l'âge d'or. C'était l'âge d'or, on pouvait se le permettre, et Prouveau lui-même bénéficiait évidemment de ses propres industries pour le faire. Mais quand Clémenceau pose une affichette, ou je crois, ou indique dans le journal qu'il vient de créer que les rédacteurs sont priés de ne pas partir avant d'être arrivés, c'est un petit peu ce qui a illustré l'âge d'or de la presse. Je rappelle la conférence de rédaction au cours duquel un pigiste, si je puis dire, Émile Zola, vient lire son éditorial, et tout le monde applaudit, et il avait mis comme titre lettre ouverte au président Félix Faure. Et on lui dit, moi, ton édito est fabuleux, mais c'est pas un bon titre. Et on entend une voix qui laisse tomber, j'accuse. Et l'auteur du titre, c'est Clémenceau, qui est à l'époque le patron. Vous savez, je crois qu'il y a une des causes de la mévente de la presse aussi aujourd'hui, c'est le ton. C'est ce qui m'afflige, ce que je dirais, j'aime pas la pensée unique, mais le parler correct.
Dieu que la presse était belle, sous Léon Daudet, sous Rochefort, sous Rivarol, ces éditorialistes qui s'insultaient d'un titre à l'autre, Dieu que la presse était belle et que les lecteurs s'amusaient. Aujourd'hui, une espèce d'uniformité de ton. On a le sentiment quelquefois d'avoir lu deux fois le même journal sur deux titres. Voilà, c'était donc Daudet, je crois, qui stigmatisait un de ses confrères, et néanmoins pas ami, en disant qu'il écrivait d'un orteil plongé dans la poussière. Avec un orteil trempé dans la poussière. Oui. Il y a également ce mot fameux, je crois, on l'attribue à Tristan Bernard, mais on attribue tellement de choses à Tristan Bernard, de cet ami qui le rencontre et qui lui dit qu'un de ses concurrents s'était fracturé le pied. Alors, Tristan Bernard de dire, il pourra donc plus écrire. Voilà. Donc, on était à cette époque un peu irrévérencieux et il finirait en correctionnel aujourd'hui, avec diffamation. Voilà, depuis longtemps. C'est ce parler correct, je pense, qui est aussi une des causes de la désaffection de la presse. Alors on arrive à ces grandes périodes, la Commune, où pendant quelques jours la presse va être livrée par ballon, puisque Paris est assiégé. Et puis la guerre 14, là, la presse bien sûr est soumise à la censure. Et on va voir apparaître une forme de presse extraordinaire, c'est la presse des tranchées, où c'est fabuleux, puisque là, au fond de ces tranchées, des journalistes et simplement des poilus vont rédiger, renéotyper, avec des vieilles machines à manivelle, avec de l'alcool, vous imaginez, au milieu entre deux attaques, au milieu des cadavres, des blessés, il va y avoir des titres extraordinaires qui vont apparaître avec de grands journalistes, de grands noms, Francis Carco d'Orgelès, Guillaume Apollinaire, qui malheureusement mourra, il est blessé en 1916, il mourra peu de temps avant l'armistice. Alors la presse renaît entre 1920 et 1940, et puis bon, on repart avec bien sûr la presse soumise à la propagande Staffel, enfin surtout la presse parisienne. Et puis, là aussi, une presse clandestine qui sauve l'honneur de la presse, si je puis dire. Là, au retour, après la libération, il y a une floraison de titres, dont vous aviez raison tout à l'heure de le rappeler. Il ne reste plus aujourd'hui que 11 titres. Mais je rappelle qu'à l'époque, François tire 1 900 000 exemplaires en 1936, il y a 1,2 million après la Libération. Le petit Parisien et les autres, enfin le Parisien qu'on appelle le Parisien libéré, renaissent cette période qui va de 45 au début de la crise, c'est 1980. Et puis il y a donc l'aventure de Robert Hersan que nous évoquions à l'instant, à laquelle vous avez participé, évidemment, à un titre éminent. Il avait, finalement, il n'écrivait pratiquement pas dans ses journaux. Mais très peu. Quelques rares billets, mais il avait un sens particulièrement aigu de ce qui doit marcher. Et en plus, il avait une capacité de réalisation très rapide. Et au fond, l'empire qu'il a construit, c'était un empire qui n'était pas construit à l'évidence, puisque le Figaro, quand il l'a repris, avait 150 ans à peu près, peut-être un petit peu moins. 1800. Il est quotidien depuis 1866. Voilà. Donc il le reprend un peu plus d'un siècle après. Il existait depuis 1836. Voilà. Et donc effectivement, à partir d'un journal, il disait, vous le rappelez dans le livre, qu'il allait faire le journal du petit-fils, et non pas le journal du grand-père, ni du père, ni des contemporains. Et de ce point de vue-là, il a eu une intuition géniale et étudiée, d'ailleurs, c'est de créer les magazines. Bien sûr. Il a, comme les grands, comme Girardin, comme Millot, comme Neefzer, comme Villemezan, il a ce flair extraordinaire du lecteur. Il pressent le besoin du lecteur. Il est le premier à deviner que l'information économique et financière devient une exigence quotidienne. Et il crée le Figaro Économie.
il est le premier à lancer le package du samedi avec les magazines utiles, investis dans le seul quotidien, ce qu'il avait investi dans le Figaro Magazine, Madame Figaro, le Figaro Télévision, que nous aurions sans doute gagné 1% de lecteurs. Alors en faisant, il y a des centaines de milliers. On passe le Figaro le samedi, passe de 350 000 exemplaires à 700 000. Et ces lecteurs du samedi qui redécouvrent ou qui découvrent le Figaro vont devenir des lecteurs de quotidien. Alors, il a cette intuition extraordinaire. Le Figaro Magazine est sans conteste un des plus beaux succès de la presse du siècle dernier. Dans votre livre, vous faites allusion à Philippe Hersan, qui est le fils, le fils de Robert Hersan, qui reconstitue en ce moment un groupe de presse assez important. Oui. Et finalement, vous lancez une idée, et après tout, pourquoi ne pas racheter le Figaro? Ce sera amusant. Ce sera un retour des choses. Encore faudrait-il que le Figaro soit en vente. Que Serge Dassault soit prêt à vendre. Et je peux vous dire qu'il m'a dit en confidence qu'il était viscéralement attaché au Figaro et qu'il n'était pas question, ni lui ni sa famille, de le revendre. Alors, là, il est pourtant viscéralement attaché, mais il n'a pas le droit d'y écrire beaucoup. Il était pratiquement interdit du temps où le journal était dirigé par Monsieur Bétou. Bon, Nicolas Bétou, voilà, exactement. Alors, actuellement, je crois qu'on lui a concédé quand même un article de vœux. Oui, non, mais il y écrit quand même. C'est un petit jeune il y écrit de temps en temps. Je vais vous étonner, je trouve ça choquant. Je pense que le propriétaire du journal décide d'écrire dans son journal, je trouve ça normal. C'est de la liberté d'expression. Et c'est pas parce que le propriétaire du journal donne son point de vue dans son journal que pour autant l'indépendance des journalistes est remise en cause. Voilà, bon, tout ça c'est de l'anecdote. Alors, effectivement, nous arrivons au terme de cette émission. Nos téléspectateurs auront compris que votre ouvrage, vraiment remarquable, parcourt effectivement plusieurs siècles d'existence de la presse française. Il faut quand même, en terminant, rendre hommage à celui qui était votre ami, Christian Bailly, et nous avons tous ensemble connu une grande perte avec la perte de ses archives, parce que si vraiment la France avait été un petit peu plus responsable, on aurait enfin créé ce musée de la presse qui n'a pas pu voir le jour, et ses archives ont été dispersées. C'est une très grande perte pour la collectivité. Effectivement, Christian était un ami et nous avons travaillé ensemble sur ce projet de musée de la presse. Nous avons réalisé quand même un certain nombre d'expositions, donc notamment Liberté à la Une en 2000. On avait également fait le bicentenaire de la liberté de la presse, mais nous étions sur le point d'avoir un contenant. Jacques Chirac, d'ailleurs, était tout à fait favorable à ce projet. Et malheureusement, le contenu a disparu avec sa mort, puisque l'extraordinaire collection qu'il avait réalisée depuis la Gazette, malheureusement, a été dispersée. C'est ainsi que bien des choses qu'on aurait pu faire ne se font pas. C'est ainsi que Paris est une des rares capitales au monde à ne pas disposer d'un musée de la presse. Alors que les États-Unis, pour ne citer qu'eux, en ont un particulièrement fourni et achalandé. Il me reste, Jean Miot, bien sûr, à vous remercier, mais tout d'abord à représenter à nos téléspectateurs votre ouvrage, La passion de la presse, par Jean Miot aux éditions du Rocher, dans une collection que dirige Vladimir Fedorovski. Merci Jean Miot de nous avoir éclairé de vos connaissances encyclopédiques et surtout, j'allais dire, au-delà des connaissances qui peuvent s'acquérir, de vos lumières qui, sur le présent et sur l'avenir de la presse, qui, elles, ne s'acquièrent pas autrement que par une expérience et par une vision claire et de préférence fondée. N'inversez pas les rôles et moi je vous dis merci de confirmer mon théorème. L'écran sauvera l'écrit. Eh bien, c'est sur cette forte parole que nous allons conclure. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Malgré la crise, gardez courage. À bientôt et vive la France.